À la fin de la troisième partie, Sholjong se retrouve coincé dans un puits et se remémore un moment triste de son enfance, où son père l'avait laissé dans le puits sur ordre de Kim Jong-un. À ce moment-là, Soyoung l'aide à sortir, et Sholjong commence à comprendre que Kim Jong-un utilise Byung-in pour chercher un livre important. Pendant ce temps, Hwa-jin trouve le livre près du puits et prévoit de l'utiliser pour aider Sholjong et se débarrasser de Soyoung. Plus tard, dans la salle du palais, les officiels se réunissent pour discuter de l'explosion, mais le roi n'est pas présent car il est encore inconscient. La réunion est tendue, chacun essayant de découvrir qui est derrière l'attaque qui a mis en danger la vie du roi. Là, Kim Jong-un exige l'exécution des 7 soldats capturés, mais le ministre Jo suggère que les exécuter empêcherait de découvrir qui est le véritable responsable de l'explosion. Au milieu de cette agitation, Sholjong apparaît soudainement dans la salle, en bonne santé, surprenant tout le monde. Il s'avère que son audition est intacte. Pendant ce temps, Byung-in se prépare à exécuter les 7 soldats accusés de trahison. Mais juste avant l'exécution, Yong-pyeon arrive avec un ordre de libération, prouvant leur innocence. De retour dans la salle, Sholjong commence à exposer les traîtres un par un. Il affirme avec assurance qu'il sait déjà qu'il a trahi. Les ministres sont choqués et impatients de connaître les noms. En réalité, tout l'incident impliquant Sholjong faisait partie de son propre plan. Les 7 soldats aux identités fausses étaient un leurre, créé par Sholjong lui-même. Pendant tout ce temps, Sholjong enquêtait secrètement sur ceux au palais qui voulaient lui nuire. Là, Sholjong révèle que de la poudre à canon avait été vendue à des bandits et même à des pays étrangers. Il découvre aussi que de grandes quantités de poudre de l'usine royale avaient été volées. Les vols ont eu lieu sous la supervision de Kim Jong-un, qui contrôlait l'usine pendant l'entraînement. Cela signifie que Kim Jong-un et le ministre de la guerre sont les principaux suspects. À ce moment-là, Sholjong parle d'un ton puissant, montrant à tous qu'il n'est pas un roi faible et manipulé, mais un homme d'autorité et de force. Sholjong décide de punir Kim Jong-un et le ministre de la guerre en les destituant de leur poste et en les exilant. Il dit également à la grande impératrice douairière de cesser d'intervenir en politique. Malgré la punition, Kim Jong-un nie les accusations. Avant de partir, il demande à Sholjong du temps pour prouver son innocence. Après la réunion, Kim Jong-un rencontre la grande impératrice douairière. Il lui dit que choisir la reine Soyoung était une erreur, expliquant que la reine avait choisi des concubines qui soutenaient le roi et aidaient pour le banquet. Dans la chambre de la reine, Bongwon est frustré car Sholjong ne s'est toujours pas réveillé. Puis, Choi entre et informe Bongwon que Sholjong est réveillé et est déjà apparu dans la salle du palais. En entendant cela, Bongwon se sent soulagé et heureux. Il veut voir Sholjong immédiatement, mais, se sentant embarrassé, il finit par boire de la bière dans la cuisine du palais jusqu'à se détendre. Peu après, la grande impératrice douairière entre dans la chambre de Soyoung et commence à fouiller. Elle trouve une lettre et le registre secret du clan Andong Kim caché là. La grande impératrice douairière croit que la reine Soyoung et le roi travaillent ensemble. Sholjong, quant à lui, examine la lettre d'amour de la reine ainsi que celle qu'il a reçue pendant le banquet. L'écriture semble identique. Il devient clair que lorsque la reine avait mentionné le trahir, Sholjong était en réalité éveillé et pouvait tout entendre. Tout cela faisait partie du plan de Sholjong. Il est confus sur le sens des paroles de la reine. Plus tard, Sholjong se rend chez le chef royal, qui tente d'abord de garder le secret de la reine, mais finit par admettre qu'elle avait cuisiné le repas du banquet. Sholjong va ensuite dans la chambre de la reine pour lui demander pourquoi elle l'a aidé. Cependant, la reine est encore à moitié endormie à cause de l'alcool et le prend pour Hongyon. Et Bongwon, pensant qu'il parle à Hongyon, lui fait des compliments, disant qu'il pense toujours à elle quand il veut échapper à sa situation actuelle. Ils se laissent emporter et finissent par passer la nuit ensemble. Pendant ce temps, une servante aveugle et masseuse est vue écrivant secrètement un message disant que la reine est en danger. La personne qui reçoit ce message est Hong, qui l'efface rapidement pour le garder caché. Comme Sholjong est dans la chambre de la reine, Hong retarde la livraison de cette information. Le lendemain matin, la reine se réveille avec les cheveux lâchés, heureuse, pensant que Hongyon a passé la nuit avec elle. Mais quand elle se retourne, elle est choquée de trouver Sholjong endormi à côté d'elle. La reine panique et commence à se rappeler chaque détail de la nuit précédente, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Encore confuse, elle court vers Hongyon et lui demande si elle a bien passé la nuit avec elle. Là, Hongyon répond calmement qu'elle a dormi dans sa propre chambre la nuit dernière. Dans une autre partie du palais, la reine douairière Jo s'inquiète à nouveau de son avenir, et sa prédiction révèle qu'une femme va mourir dans le palais. Peu après,
Hwa-jin arrive avec une expression triste, sachant que le roi et la reine ont passé la nuit ensemble. Un autre secret est dévoilé, la reine douairière Jo avait caché le registre du clan Andong Kim dans la chambre de la reine, sur suggestion de Hwa-jin. Après sa visite à la reine douairière Jo, Hwa-jin rencontre aussi Kim Jwa-geun. De son côté, Hong tente de dessiner le visage de l'eunuque qu'il avait bousculé, mais le croquis est flou. Kim Wan, voyant le dessin, plaisante même en disant que cela ressemble plus à un calamar qu'à une personne. Pendant ce temps, à cause des événements de la nuit précédente, Chol-jong est frustré, surtout parce qu'il a oublié de demander à la reine ce qu'elle voulait dire en parlant de le trahir. Ce matin-là, Chol-jong part à la recherche de la reine, tandis que celle-ci, troublée et confuse, est dans la cuisine, se sentant mal à cause des souvenirs de la nuit passée. Le chef royal, se sentant coupable, s'excuse auprès de la reine pour avoir révélé que c'était elle qui avait cuisiné pour le banquet. Chol-jong, de plus en plus curieux et attiré par la reine, décide de lui rendre visite. Mais la reine, mal à l'aise, se met à parler toute seule, se demandant si l'esprit de Soyoung l'avait influencé la nuit précédente. Alors qu'elle commence à écrire une lettre pour les concubines, Chol-jong arrive soudainement au hall d'Ojeonjeon. Surprise, la reine se cache, mais Chol-jong attend patiemment, espérant qu'elle viendra lui parler. Voyant que la reine ne vient pas, Chol-jong part et assiste à une réunion avec les ministres. Pendant la réunion, la grande impératrice douairière annonce qu'elle va mettre fin à son règne et qu'elle ne s'immiscera plus dans les décisions de Chol-jong. Après avoir renoncé à son pouvoir, la grande impératrice douairière tombe soudainement malade. Dion-in, qui lui rend visite, promet de l'aider à retrouver son pouvoir. Au hall d'Ojeonjeon, la lettre écrite par la reine est à nouveau envoyée par erreur à Chol-jong. Et la reine, prête à rencontrer les concubines, est stupéfaite de voir que c'est Chol-jong qui est venu à sa place. Elle réalise rapidement que celui qui répondait à ses lettres chaque soir et faisait battre son cœur n'était pas les concubines, mais Chol-jong lui-même. De son côté, Chol-jong comprend aussi que la reine cachait ses véritables sentiments. Même si ses lettres étaient pleines de mots romantiques, elle l'évitait toujours en personne. Là, Chol-jong lui demande pourquoi elle l'a aidé pendant le banquet. La reine, encore incertaine de ses propres émotions, admet qu'elle regrette de l'avoir aidé durant l'événement. Pendant ce temps, les ministres du clan Andong Kim discutent de Kim Jwa-geun, le soupçonnant d'être derrière l'explosion. Le ministre de la guerre se rappelle également comment Kim Jwa-geun s'était mis en colère contre lui pour avoir fait passer des armes en contrebande, menaçant le royaume. Il s'avère que les activités illégales du ministre de la guerre visaient à rassembler plus d'argent pour renforcer le clan Andong Kim. Kim Jwa-geun arrive alors avec le registre secret et exige le soutien des ministres. Il ordonne au ministre de la guerre de fabriquer des glaçons avec de l'eau empoisonnée. Son plan est d'éliminer la reine en demandant à la servante espionne de mettre les glaçons empoisonnés dans sa boisson. Cependant, la servante effrayée rapporte le plan de Kim Jwa-geun à la reine douairière Jo. Dans la forêt, Chol-jong libère les gardes du palais qui avaient été capturés la veille, les remerciant profondément pour leur loyauté et leur sacrifice. Il promet de les aider à réaliser leurs rêves. Mais après leur départ, la masseuse experte arrive avec une nouvelle urgente. Elle avertit Chol-jong que la reine est sur le point d'être empoisonnée. Choqué, Chol-jong se précipite pour la sauver. Dans sa chambre, Bong-hwan se sent perdu, ne sachant pas comment revenir dans son corps d'origine. Il réfléchit à la façon dont tout cela a commencé à cause de Chol-jong. Si Chol-jong avait été honnête sur ses sentiments pour la reine dès le début, peut-être que la reine n'aurait rien fait d'imprudent, et leurs âmes n'auraient jamais été échangées. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Choi entre soudainement pour lui dire que la grande impératrice douairière l'a invité à un repas. Pendant ce temps, la servante espionne, très nerveuse, laisse tomber accidentellement un glaçon. Une petite servante qui passait voit des fourmis grignoter le glaçon, puis mourir instantanément. Réalisant que quelqu'un essaie de faire du mal à la reine, la petite servante se précipite pour arrêter cela. Alors que la reine s'apprête à boire, la petite servante lance une pierre pour renverser la coupe et renverse la boisson. Au même moment, Chol-jong arrive et se sent soulagé en voyant que la reine n'a pas bu la boisson empoisonnée. À ce moment-là, Kim Jwa-geun est furieux contre la petite servante pour avoir gâché son plan. Bien que l'action rapide de la servante ait sauvé la vie de la reine, cela a un prix élevé. La grande impératrice douairière ordonne que la petite servante soit emprisonnée et punie. La reine supplie pour elle, mais l'impératrice douairière refuse de changer d'avis. Chol-jong emmène alors la reine au hall. Chol-jong révèle à la reine qu'il soupçonne la grande impératrice douairière et Kim Jwa-geun d'être derrière la tentative d'empoisonnement. Probablement à cause du registre secret trouvé dans sa chambre.
Quand Sholjong demande à la reine si elle en savait quelque chose, elle répond que non. Mais elle se rappelle que son père et Kim Jwa-geun avaient posé des questions sur un objet manquant, et cet objet était probablement le livre. La reine réalise alors que la petite servante lui a vraiment sauvé la vie et demande à Sholjong de la sauver de sa punition. Dans une autre partie du palais, la servante espionne est capturée par Yong-pyeon alors qu'elle tente de s'enfuir. En voyant son visage, Yong-pyeon réalise qu'elle correspond au croquis de la servante qui avait vendu le norigai au marché noir. Il la menace de tout avouer sur le norigai. Pendant ce temps, une réunion d'urgence a été organisée pour décider de la punition de la petite servante. Accusé d'avoir tenté de nuire à la reine, Sholjong, sous pression, a été contraint de condamner la petite servante à mort. Lorsque la reine a appris cette décision, elle s'est précipitée vers le hall d'Ojongjeon aussi vite qu'elle a pu. Mais elle est arrivée trop tard car la servante avait déjà disparu. Hwa-jin est alors apparue soudainement et a moqué la reine, lui disant qu'elle savait maintenant ce que c'était que de perdre quelqu'un, tout comme Hwa-jin avait perdu au wall. La reine, furieuse, a blâmé Sholjong devant tout le monde de ne pas avoir sauvé la petite servante. Sholjong, n'ayant pas d'autre choix, s'est éloigné, mais il a fait un signe secret de doigt croisé à la reine. C'était le signe qu'il s'était mis d'accord plus tôt, signifiant qu'il mentait. Il s'est avéré que la petite servante n'avait pas réellement été exécutée. Cela faisait partie du plan de Sholjong pour piéger ses ennemis au palais. La reine a été soulagée de savoir que la servante était en sécurité, mais elle était toujours en colère contre ceux qui avaient essayé de lui nuire et même de tuer la pauvre servante innocente. Sholjong lui a promis de la protéger dorénavant, mais la reine a répondu qu'elle vengerait elle-même ceux qui l'avaient lésée. En même temps, Byung-in avait appris que son propre père était impliqué dans la tentative de nuire à la reine. Byung-in a averti son père de ne plus jamais toucher à la reine, jurant d'éliminer toute personne qui oserait lui faire du mal. Il était clair que l'amour de Byung-in pour la reine Soyoung était profond et fort. Dans sa chambre, la reine essayait encore de comprendre qui avait caché le registre dans son espace. Elle suspectait deux personnes qui la détestaient le plus, Hwa-jin et la reine Merjo. Mais si elle réfléchissait au motif, il semblait que Hwa-jin était la responsable. Bongwan se souvenait clairement de la fois où Hwa-jin lui avait tiré une flèche et, dernièrement, elle ne lui avait pas rendu visite du tout. Bien que la reine eût ses soupçons, elle ne savait toujours pas de quoi parlait réellement le livre. Après avoir trop réfléchi, Bongwan finit par s'endormir et se mit à ronfler. 그것이 미스테리인데. Le lendemain, la reine fit venir son père dans sa chambre. Ils étaient un peu maladroits au début, essayant de s'excuser l'un envers l'autre, mais ils finirent par rire ensemble. Cependant, elle avait une raison plus importante de l'avoir appelé, car elle voulait savoir ce qu'il y avait dans le registre. Son père expliqua que le registre contenait des informations sur des activités illégales impliquant le clan Andong Kim, mais que le livre avait maintenant disparu. Il avait d'abord pensé que le roi l'avait volé lorsqu'ils étaient restés chez lui, mais récemment, un esclave fugitif avait révélé que Hwa-jin avait visité la veille de la disparition du registre. Bongwan se rendit alors compte que la grande impératrice douairière était derrière le plan visant à tuer la reine Soyoung, avec la reine Merjo ouvrant la voie et Hwa-jin agissant comme l'arme. Bongwan décida alors qu'il était temps de leur donner une leçon à tous les trois. Le plan de vengeance commença, et la reine Soyoung se prépara avec un maquillage luxueux et des accessoires symbolisant le pouvoir. La première cible de son plan de vengeance était la grande impératrice douairière. Bongwan se rendit dans son hall, apportant un plat spécial, des pommes de terre couvertes de terre. La grande impératrice douairière fut clairement offensée au début, mais lorsque la pomme de terre fut coupée, elle révéla du riz à l'intérieur. De son côté, la reine Merjo devint encore plus en colère, pensant que la reine se moquait d'elle. Bongwan expliqua calmement qu'il ne faut pas juger quelque chose simplement par son apparence. Il faut regarder à l'intérieur et comprendre d'abord, car si nous prenons des décisions sans connaître toute la vérité, nous ne pourrons jamais revenir en arrière et réparer les dégâts. Le prochain plat que Bongwan servit fut une boisson. Il expliqua qu'il s'agissait d'un remerciement à la grande impératrice douairière pour l'avoir invitée à dîner la veille. Mais quand la grande impératrice douairière vit que la boisson ressemblait exactement à celle d'hier, elle devint suspicieuse et hésita à la boire. Pour prouver qu'elle n'était pas empoisonnée, Bongwan s'avança courageusement et but toute la boisson. Ce geste audacieux lui permettait de remporter la première manche de son plan contre la grande impératrice douairière. Pour la deuxième manche, Bongwan s'attaqua à la reine Merjo. Il la rencontra à son lieu de culte.
En voyant l'attitude confiante et apparemment irrespectueuse de Bongwan, la reine mère Jo fut offensée. Cependant, la reine sortit à nouveau victorieuse de cette rencontre, en remportant facilement la victoire. Dans la troisième manche, Bongwan s'approcha de Wajin, qui était assise près du lac, plongée dans ses pensées. Lorsqu'elle aperçut la reine, Wajin croyait toujours que c'était la reine qui avait tué Owol. Fatigué des accusations, Bongwan répondit que peu importe ce qu'il disait, Wajin ne le croirait jamais. Pour Wajin, la reine serait toujours la méchante, tandis qu'elle se voyait elle-même comme la victime. Sur ce, Bongwan mit fin à sa confrontation avec Wajin, satisfait de l'issue des événements. Pendant ce temps, Choljong assista à une réunion pour discuter de la démission de Kim Jwa-geun de son poste. Après que Kim Jwa-geun ait quitté ses fonctions, Choljong annonça son projet de former un nouveau bureau visant à abroger une loi qui imposait 3 taxes. Ce bureau se concentrerait sur la création de lois et de plans détaillés pour combattre la corruption qui régnait souvent au palais. Là, Choljong insista sur le fait que tout fonctionnaire pris à maltraiter les paysans ferait face à la punition la plus sévère et serait traité comme un traître. Étant donné que le ministre de la guerre avait été écarté, les ministres demandèrent à Choljong de nommer un nouveau ministre, et il choisit Byung-in pour ce poste. Après la réunion, Choljong, Yong-pyeon et Hong discutèrent du nouveau bureau et de la nomination de Byung-in en tant que ministre de la guerre. À ce moment-là, Choljong était confiant dans sa décision, car Byung-in bénéficiait du soutien fort du clan Pungyang-jo. Choljong envoya ensuite Hong enquêter sur le travail des fonctionnaires dans 3 villes du sud. Plus tard, le chef des eunuques apporta une lettre de la reine à Choljong, l'invitant à la rencontrer. Peu après, Choljong se précipita pour voir la reine, qui l'attendait. Auparavant, Bongwan avait appelé Choljong pour discuter d'une alliance contre les forces maléfiques au palais. Choljong avertit que si la reine s'alliait avec lui, le clan Andong Kim se retournerait contre elle. Mais Bongwan s'en moquait, car de toute façon, il l'avait déjà trahi, et maintenant, c'était le moment pour la reine de riposter. Après avoir entendu cela, Choljong accepta l'invitation de la reine à travailler ensemble. Cette nuit-là, la reine prépara des ramyons et se rendit dans la chambre du roi pour l'inviter à manger ensemble. En posant la marmite, elle prit accidentellement un livre, qui s'avéra être son ancien livre d'histoire pour enfants. La reine fut choquée de le voir, car ce livre avait une grande signification pour elle. Choljong remarqua sa réaction et lui demanda si elle l'avait sauvée, ce à quoi elle répondit oui. Choljong fut surpris par la confession de la reine, mais elle continua, en expliquant que cela avait été difficile pour elle de l'aider. Et que son bras lui faisait encore mal à force de l'avoir sorti du puits. Choljong, confus, précisa qu'il parlait d'un événement survenu il y a 8 ans, et non de l'incident récent. Quant à Bongwan, qui ne comprenait pas, il fut choqué en réalisant que le roi était déjà tombé dans un puits auparavant. Peu après, Choljong expliqua qu'il avait effectivement chuté dans un puits il y a 8 ans et qu'une fille l'avait sauvé. Il pensait que la reine était cette fille. Mais au lieu de se concentrer sur l'histoire de Choljong, la reine continua de manger ses ramyons seule. La voyant apprécier son repas, Choljong sourit et retourna lire un livre sur les tactiques de guerre de la dynastie Ming. Il s'avéra que Choljong travaillait dur pour devenir un roi fort et sage. La reine finit par remarquer les efforts de Choljong et réalisa qu'il essayait vraiment d'être un souverain compétent. Même si la reine savait ce qui arriverait à Choljong dans le futur, elle décida de l'aider quoi qu'il en soit. Elle lui rappela qu'elle connaissait l'avenir et souhaitait le lui partager, bien qu'il ne la crût pas entièrement. Cependant, le roi fit confiance au conseil de la reine. Peu après, la reine expliqua à Choljong que dans le futur, Joseon serait connu sous le nom de République de Corée, où les gens choisiraient leurs dirigeants, comme des rois, par des élections. À cette époque, il n'y aurait plus de roturiers ni de nobles, bien que les gens auraient encore des rôles différents dans la société. Cette nuit-là, on aurait dit que la reine racontait à Choljong une histoire magique sur l'avenir, et ils s'endormirent tous les deux. Pendant ce temps, l'eunuque était revenu et avait rapporté tout ce que la reine avait fait ce jour-là à Kim Jwa-geun. Satisfait de l'information, Kim Jwa-geun paya l'eunuque et lui ordonna de continuer à surveiller la reine. Le lendemain matin, le roi et la reine se réveillèrent ensemble. Alors que Choljong se penchait pour lui donner un baiser de bon matin, soudainement, Choi, la servante, et le chef des eunuques entrèrent en hâte pour informer la reine que son père s'était évanoui. Alarmée, elle se précipita pour lui rendre visite. Il s'avéra que son père s'était effondré de soucis et de culpabilité, car ses actions avaient failli mener à la chute de sa seule fille aux mains du clan Andong Kim. Regrettant ses erreurs, Kim Moon-geun supplia la reine de quitter le palais et de vivre une vie paisible avec lui.
Cependant, la reine refusa. Elle dit à son père qu'elle ne renoncerait pas et qu'elle était déterminée à se venger de ceux qui avaient tenté de lui faire du mal. Pour la soutenir dans cette démarche, elle lui demanda de réparer ses erreurs en retournant toute la richesse qu'il avait acquise par corruption au peuple. Elle lui conseilla de se racheter et de reconstruire son honneur de manière honnête et équitable. Peu après, la reine retourna au palais et informa Choljong que son père avait corrigé ses erreurs passées. Pour prouver sa sincérité, Kim Moon-gun fit une nouvelle copie du registre et la remit à Choljong par l'intermédiaire de la reine. Dans ce registre, Kim Moon-gun dévoilait la corruption des fonctionnaires du clan Andon Kim, tels que le vol de nourriture, l'exploitation des ressources minières, et plus encore. Cependant, en transmettant cette information importante, la reine demanda à Choljong de ne pas punir son père. Étant donné que son père avait pris un énorme risque en exposant ses secrets, la reine espérait que Choljong l'épargnerait. Choljong accepta de protéger Kim Moon-gun en tant que témoin clé, mais ajouta que Kim Moon-gun devait l'aider à collecter davantage de preuves sur la corruption du clan Andon Kim. Le seul registre ne suffisait pas à les faire tomber. À ce moment-là, le chef des eunuques arriva et informa Choljong de sa prochaine réunion royale. Souhaitant l'aider, la reine se déguisait en eunuque et se joignit discrètement à la réunion. Elle vit combien Choljong travaillait dur pour protéger ses politiques de l'influence des ministres corrompus. Choljong souhaitait envoyer des agents secrets dans des régions confrontées à des conflits de paysans, mais les ministres étaient contre, affirmant que le ministre de la guerre, Byung-in, avait déjà envoyé des chefs militaires pour gérer cela. À ce moment-là, Choljong fut surpris que le ministre de la guerre agisse sans son consentement. Le ministre Jo expliqua que cela était dû aux actions des partisans du Donggak, un groupe de paysans et de croyants dans la religion Donggak, qui avaient également des idées politiques. Et Byung-in, en tant que ministre de la guerre, affirmait avoir agi rapidement en arrêtant le leader de la rébellion de Donggak et prévoyait d'exécuter le leader et ses partisans. En entendant cela, Choljong se fâcha et désapprouva l'approche de Byung-in. Il argumenta que les paysans s'étaient rebellés parce qu'ils étaient opprimés par les fonctionnaires à cause des impôts élevés. Pour résoudre ce problème, Choljong avait créé un nouveau bureau pour superviser le processus de collecte des impôts, dans le but de protéger les paysans. Il croyait que punir les rebelles était une mauvaise solution. Au lieu de cela, Choljong voulait améliorer le système fiscal pour permettre aux paysans de vivre mieux. Selon lui, si le peuple était heureux et prospère, il n'aurait pas besoin de se révolter. Malgré sa frustration, Choljong perdit le vote lors de la réunion. Cependant, il insista pour examiner d'abord les prisonniers afin de comprendre pourquoi ils s'étaient rebellés. Choljong ordonna également que les gouverneurs et les chefs militaires qui avaient causé du tort au peuple soient punis. Après la réunion, Byung-in rendit visite à la grande impératrice douairière, qui était en train de recevoir un soin du visage. Byung-in lui expliqua son plan d'envoyer davantage de troupes pour capturer les derniers partisans du Donggak. Il lui demanda aussi si elle pouvait pardonner à la reine. Elle répondit qu'après avoir lu les lettres d'amour entre le roi et la reine, où les deux se disaient prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, lui pardonner n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire facilement. En entendant cela, Byung-in devint encore plus jaloux. Plus tard, Byung-in fut confronté par un ami qui était contrarié parce que Byung-in avait accusé sa famille d'être des rebelles. Au lieu de s'excuser, Byung-in invita son ami à le rejoindre au palais, laissant entendre qu'il avait de plus grands projets. Pendant ce temps, la reine invita les ministres du clan Andon Kim, qui pensaient qu'elle souhaitait se rallier à leur camp. Mais à leur grande surprise, la reine les menaça, leur demandant de ne pas se mettre en travers des politiques du roi. Frustrée par le clan Andon Kim, la reine plaisanta même en disant qu'elle voulait changer son nom de famille en Jang. D'autre part, Byung-in, qui s'était infiltré dans le clan Pungyang Jo, demanda à la reine douairière Jo de ne pas nuire à la reine. Byung-in souhaitait travailler avec elle pour renverser le roi Choljong. À peu près au même moment, il reçut la nouvelle que la reine avait réuni les ministres du clan Andon Kim et les avait menacés. Furieux, Byung-in se rendit à la rencontre de la reine, qui était tranquillement en train de lire un roman dans la bibliothèque. Byung-in lui demanda pourquoi elle avait menacé les ministres, lui avertissant que ses actions la mettraient à l'écart du clan. La reine répondit calmement qu'après tous ses efforts pour se rapprocher de la grande impératrice douairière, la seule chose qu'elle avait reçue en retour était de la glace empoisonnée. Elle avait donc décidé de suivre sa propre voie et, puisque le moment était venu, elle précisa également qu'elle rejetait les sentiments de Byung-in à son égard. Plus tard, la reine s'assit près de Choljong pendant qu'il posait pour un portrait. Voyant que la reine fronçait les sourcils, Choljong tenta de détendre l'atmosphère avec des blagues pour la faire sourire.
Même si elle n'était pas de très bonne humeur, la reine sourit pour montrer son appréciation de ses efforts. Juste à ce moment-là, Ongyon arriva, portant une épée que la reine avait commandée. L'épée était destinée à être un cadeau pour Kim Jwa-gun. 지켜보세요. 내가 뭘 할 수 있는지. Pendant ce temps, Byung-in, le cœur brisé d'avoir été rejeté par la reine, noya ses chagrins en buvant avec ses amis. De son côté, la reine, toujours en train de passer du temps avec Chol-jong, continua de discuter de l'avenir du gouvernement avec lui. Ils étaient si absorbés dans leur conversation qu'ils s'endormirent ensemble sur le bureau de Chol-jong. Cette nuit-là, cependant, Hwa-jin se rendit dans la chambre de Chol-jong pour découvrir le roi et la reine endormis côte à côte. Le lendemain, Chol-jong invita la reine, déguisée en homme, à rencontrer Yeon-pyeong et Ong dans son camp secret. Chol-jong demanda à la reine d'expliquer les tactiques militaires futures dont elle parlait souvent. Au début, Ong la sous-estima, mais il le regretta rapidement lorsque la reine lui fit faire un exercice difficile de pose de bougie, pendant que Chol-jong esquissait chacun de ses mouvements de manière humoristique. Quant à Yeon-pyeong, qui n'était pas favorable aux méthodes de la reine, il resta silencieux, se sentant un peu perplexe. De retour du camp, Chol-jong donna l'ordre à Yeon-pyeong d'arrêter le conseiller d'État, sur la base des preuves collectées par Kim Moon-gun. En même temps, Hwa-jin arriva et avoua que ce n'était pas elle, mais So-young, qui avait aidé Chol-jong il y a 8 ans. Chol-jong, qui avait suspecté cela, ne réagit pas fortement et accepta Hwa-jin telle qu'elle était. Cependant, Hwa-jin était déçue par l'attitude calme de Chol-jong. Elle fit une autre confession, affirmant que c'était elle qui avait piégé la reine en la faisant accuser du vol du registre de Kim Moon-gun. En entendant cela, Chol-jong fut choqué par cette révélation. Il avait fait confiance à Hwa-jin, mais il se sentit désormais trahi par ses actions. Hwa-jin annonça ensuite à Chol-jong qu'elle allait partir pour trouver son véritable soi. Sans qu'il ne le sache, Yeon-pyeong écoutait secrètement leur conversation. Plus tard, Chol-jong, maintenant qu'il savait qui était vraiment le propriétaire du livre de contes de fées de la reine, apporta le livre à la reine tard dans la nuit. La reine était arrivée tard car elle était trop absorbée par la lecture d'un roman romantique et dramatique. Le lendemain, la reine se rendit à la cuisine et trouva le chef royal en train de boire de l'alcool. Curieuse, elle lui demanda de lui apprendre à le préparer. Cependant, le chef expliqua qu'il faudrait plusieurs semaines pour perfectionner la boisson. Pendant ce temps, grâce à la détermination de Chol-jong et à l'approche ferme de la reine, ils réussirent à arrêter le ministre du Conseil d'État. Plus tard, Byung-in rendit visite à la grande impératrice douairière pour lui faire un rapport. Celle-ci lui expliqua que la reine diffusait des enseignements dangereux. Inquiet, Byung-in fouilla secrètement la chambre de la reine et y trouva un livre pour enfants. En l'ouvrant, il découvrit des écrits étranges qui le choquèrent. Il déchira la page et l'emporta avec lui. Ensuite, Byung-in commença à enquêter sur ces écrits mystérieux et découvrit qu'il s'agissait d'un code secret utilisé par les partisans du Donggak. En même temps, Chol-jong invita la reine à son camp de base une fois de plus. Pendant qu'ils étaient là, Kim Won, qui venait souvent, aperçut la reine déguisée en homme. La prenant pour une amie perdue depuis longtemps, Kim Won la prit joyeusement dans ses bras. En voyant sa femme dans les bras de quelqu'un d'autre, Chol-jong devint jaloux. Ce soir-là, ils jouèrent aux cartes ensemble. Se rendant compte de la menace que représentait le clan Andong-kim, Byung-in élabora un plan. Il avait l'intention de nettoyer les biens des ministres corrompus afin qu'en cas d'enquête, aucune preuve de leur malversation ne puisse être trouvée. Le pouvoir croissant de Byung-in devenait une source de préoccupation sérieuse pour Chol-jong. Après avoir patienté, l'alcool était enfin prêt à être dégusté par la reine. Mais au moment où elle s'apprêtait à boire, elle se sentit soudainement nauséeuse. Pensant que cela était dû au fait qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner, la reine retourna au hall d'Ojeonjeon, où Chol-jong l'attendait avec son carnet de croquis. Là, elle complimenta les beaux dessins de Chol-jong. Et Chol-jong, se sentant affectueux, se pencha pour embrasser la reine. Mais au même instant, elle se sentit à nouveau nauséeuse. Après avoir vérifié plusieurs fois, le médecin royal confirma que la reine était enceinte. En entendant cela, Chol-jong fut rempli de joie, et la servante, le grand eunuque et le médecin célébrèrent la nouvelle. Mais la reine elle-même était stupéfaite. Avec l'âme de Bongwan en elle, le corps de So-young attendait maintenant l'enfant du roi Chol-jong. Alors que la plupart des femmes seraient ravies d'apprendre qu'elles étaient enceintes, la reine So-young ressentait tout le contraire. Et Bongwan,
qui avait toujours imaginé une vie insouciante et célibataire, était choqué. Ce qui était un moment de bonheur pour Choljong et le personnel du palais devint rapidement tendu lorsque la reine, furieuse de cette nouvelle, se mit en colère. Elle fit sortir tout le monde de la pièce, y compris Choljong, et se mit à marcher nerveusement dans la pièce. Bongwon n'avait jamais envisagé d'avoir des enfants. Pendant ce temps, au hall de la reine douairière Jo, Hwajin rendit visite à la reine douairière Jo, exprimant sa frustration face à la simulation de la mort de Howol. Mais la reine douairière Jo encouragea Hwajin à devenir plus audacieuse et plus visible. Maintenant que la reine avait perdu le soutien du clan Andon Kim, et avec le clan Pungyang Jo travaillant aux côtés du clan Andon Kim, il serait facile de remplacer la reine Soyoung et de faire d'Hwajin la nouvelle reine. Cependant, Hwajin resta ferme et déclara fermement qu'elle ne voulait plus être utilisée pour des manœuvres politiques. Voici la fin de la 4e partie. La leçon morale de cette série est que si vous complotez dans un palais, assurez-vous que vos plans secrets ne se retournent pas contre vous. Ou vous pourriez finir par être enceinte sans même savoir comment cela est arrivé.